Vous savez, il y a une chose que je ne pensais jamais en partant de Bordeaux, à l'époque où j'avais 55 ans et une retraite bien tranquille qui m'attendait dans le sud-ouest. Je ne pensais jamais que j'allais me retrouver à 67 ans à Medellín, en Colombie, avec 6 petites amies qui me trouvent toutes mignons et que je ne rêverais plus jamais de revenir en France. Mais voilà, c'est là où j'en suis maintenant. Et franchement, si vous m'aviez dit ça il y a 10 ans autour d'un verre de Bordeaux, j'aurais pensé que vous aviez bu trop de vin. Mon nom c'est Jacques, et j'ai quitté la Gironde en 2022, à un moment dans ma vie où j'avais vraiment besoin de disparaître un peu. Ce n'était pas la retraite qui me manquait, ce n'était pas l'argent non plus. C'était quelque chose de plus profond que ça. C'était une sorte de grille qui s'était installée dans ma vie. Vous savez ce grille-là? Celui où vous vous réveilleriez à 6 heures du matin, vous prendriez votre café, vous liriez le journal, vous regarderiez les actualités françaises, et puis vous vous demanderiez « Pourquoi est-ce que je fais tout ça? À quoi ça rime ?» Après la mort de Monique, ma femme, en 2019, quelque chose s'était cassé en moi. 3 ans de deuil, c'est ce qu'on dit que c'est normal. Mais après 3 ans, on vous regarde bizarre si vous pleurez encore, si vous riez moins, si vous avez perdu goût aux choses. Alors vous apprenez à faire semblant. Vous apprenez à sourire au bon moment, à dire les bonnes choses aux copains du café, à maintenir une vie qui ressemble à quelque chose sur les photos. Mais à l'intérieur, vous êtes vide. Mes enfants, ils voulaient que je reste près de Bordeaux. Ma fille m'invitait à des repas en famille. Mon fils me proposait de partir en vacances. Tout ce qu'ils faisaient, c'était par amour, bien sûr. Mais chaque invitation, c'était comme un poids de plus sur les épaules. Alors un jour, j'ai dit non. Ce jour-là, il y a 2 ans et demi maintenant, je me suis retrouvé sur un site où on trouvait des bons plans pour voyager pas cher. J'ai vu une publicité pour la Colombie. Pourquoi la Colombie? Je ne sais même pas. C'était peut-être juste le hasard. Ou peut-être que mon âme cherchait quelque chose que mon esprit ne pouvait pas expliquer. J'ai acheté un aller simple pour Medellín. Je n'ai pas pris aller-retour. Je ne savais pas si j'allais revenir. Et honnêtement, après quelques mois, j'ai compris que je ne reviendrai jamais. Quand je suis arrivé à Medellín pour la première fois, en septembre 2022, j'ai eu un choc. Pas un choc négatif, un choc de couleurs, de vie, de bruit. Après 20 ans en Gironde, où la vie était un peu monotone, où l'automne s'installait lentement et où tout le monde parlait en sourdine, j'ai débarqué dans une ville où il faisait chaud, où la musique venait de partout, où les gens criaient presque en parlant, où les couleurs des bâtiments vous sautaient à la figure. C'était trop, c'était magnifique, c'était effrayant. J'ai loué un petit appartement dans le quartier de Laureles, un endroit chaud, vivant, avec des restaurants à tous les coins, des gens jeunes qui circulaient dans les rues, des terrasses où on voyait la vie se faire. J'avais un budget de 1 200 € par mois pour vivre, avec mon appartement inclus dans ça. En France, avec 1 200 €, j'aurais eu 3 semaines de vie tranquille. En Colombie, c'était un luxe absolu. Je pouvais manger à un restaurant 3, 4 fois par semaine. Je pouvais prendre un taxi partout. Je pouvais me permettre des choses. Les 2 premières semaines, j'ai juste marché dans la ville. Je n'ai parlé à presque personne. Mon espagnol était 0 à l'époque. J'avais quelques mots grâce aux années de lycée, mais c'était très, très rouillé. Je passais des heures à l'Exito, qui est le grand magasin local, juste pour être au frais et regarder les gens. Je prenais mon café chaque matin à 6 heures dans une petite cafétéria près de mon appart, et je lisais le journal sur mon téléphone. Les routines, c'est ce que vous cherchez quand vous êtes perdu, je pense. Et puis un jour, à la 3e semaine, j'étais assis dans un café sur la Carrera 70, en train de regarder ma tasse de café noir, quand une femme s'est assise à la table à côté de moi. Elle avait peut-être 35, 36 ans. Elle était belle, naturellement, avec les cheveux noirs et la peau de miel que j'avais commencé à remarquer chez toutes les femmes autour de moi. Elle a souri. Pas un sourire professionnel, un vrai sourire. Et elle m'a dit quelque chose en espagnol. Je n'ai rien compris. Je me suis juste figé. Elle a ri. Pas un rire moqueur, un rire chaud. Elle s'appelait Catalina, et elle était professeure d'anglais. Elle a commencé à m'expliquer les choses en anglais, puis en espagnol lentement, puis elle m'a fait répéter les mots. On a passé 1 heure ensemble. À la fin, elle m'a laissé son numéro WhatsApp. Je n'avais pas demandé son numéro, elle me l'avait juste laissé. C'est là que j'ai compris que quelque chose était différent ici. En France, quand vous avez 67 ans, vous êtes invisible aux femmes jeunes. C'est juste comme ça. Vous devenez un statut, un mari, un père, un grand-mère, un retraité.
Les femmes de votre âge, elles vous regardent à peine. Les femmes plus jeunes, elles regardent à travers vous, comme si vous étiez transparent. C'est normal, c'est la vie. Vous acceptez ça et vous vous concentrez sur votre petite retraite et vos petites habitudes. Mais en Colombie, il y a quelque chose de différent. Je ne sais pas si c'est parce que les femmes sont plus chaleureuses en général, je ne sais pas si c'est parce qu'elles sont plus libres, plus ouvertes, je ne sais pas si c'est parce qu'elles voient l'argent derrière chaque homme blanc de mon âge ou une combinaison de tout ça. Mais une chose est sûre, je n'étais pas invisible ici. Catalina m'a envoyé un message le jour suivant. Elle voulait prendre un café. On s'est vu. Puis on s'est revus. Et au bout de 2 semaines, j'ai compris que quelque chose de nouveau était en train de naître en moi. Ce n'était pas l'amour. J'étais trop vieux pour penser que je pourrais aimer quelqu'un comme ça encore. C'était autre chose. C'était un sentiment que j'étais encore vivant, que j'étais encore capable d'être vu, d'être touché, de faire rire quelqu'un. Ça a duré 3 mois avec Catalina. C'était intensif, comme tout ce qui se passe en Colombie. Beaucoup de passion, beaucoup de drame, beaucoup de cris affectueux en espagnol que je ne comprenais pas. Elle voulait que j'apprenne l'espagnol plus vite. Elle me corrigeait tout le temps, mais tendrement. On passait les week-ends à se balader dans le Comuna 13, à manger de l'arepa, à danser dans les bars même si j'étais nul. Et puis, comme les choses se font en Colombie, ça s'est terminé d'un coup, sans raison réelle, juste parce que les choses changent. Mais quelque chose avait changé en moi pendant ces 3 mois. Je n'étais plus gris, j'étais en couleur. Je me suis inscrit sur quelques applications de rencontres après ça. Vous savez, Tinder, Bumble, ces trucs-là. En France, à mon âge, vous avez une chance sur 1000 d'avoir une réponse. En Colombie, j'avais 3, 4 matchs par jour. Au début, c'était flatteur, et puis c'est devenu étrange, parce que je me suis rendu compte très vite que beaucoup de femmes n'étaient intéressées par moi que par une seule raison, l'argent, ou le visa européen, ou les deux. J'ai appris à reconnaître les signes. Les femmes qui demandaient tout de suite combien je gagnais. Les femmes qui parlaient du prix des choses dans leurs premiers messages. Les femmes qui montraient leurs enfants dans les 2 premiers jours pour voir si j'étais intéressé à payer pour eux aussi. Je ne juge pas ces femmes. Elles font ce qu'elles doivent faire pour survivre. Mais ce n'était pas ce que je cherchais. Et puis j'ai changé ma stratégie. Au lieu de balayer sur Tinder tous les soirs en regardant la télé, j'ai commencé à sortir, à parler aux gens, à aller dans les bars, les cafés, les événements locaux. Mon espagnol s'améliorait, lentement mais sûrement. Et les femmes que je rencontrais comme ça, elles étaient différentes. Elles n'avaient pas le même agenda calculé. Elles étaient juste des femmes qui trouvaient qu'un vieil homme français était mignon et qui voulaient passer du temps avec lui. C'est comme ça que j'ai rencontré Mariana, et puis Sofia, et puis Liliana, et puis Camila, Valentina, et enfin Anna. Ce n'était pas un plan prémédité, ce n'était pas quelque chose que j'avais décidé, c'est juste arrivé, organiquement, comme la pluie en Colombie vient sans avertissement, et puis s'en va d'un coup. Mariana était vendeuse dans un magasin de vêtements dans le quartier d'El Poblado. J'avais commencé à traîner dans sa boutique sans raison réelle, juste pour le plaisir. Et un jour, en me vendant une chemise, elle m'a invité à un concert le week-end suivant. J'y suis allé. On a bu de la bière, on a dansé, et on s'est embrassé en bas de chez elle à 3 heures du matin. C'était simple, c'était beau. Sofia, je l'ai rencontrée à la piscine de mon immeuble. Elle faisait ses longueurs le matin à 6 heures, et moi aussi, j'avais commencé à faire de la natation pour ma santé. On a commencé à parler après les séances. Elle était avocate, très sérieuse, très intelligente. Elle a aimé ma façon de raconter des histoires en espagnol maladroit. On a développé une amitié tendre, et puis un jour, c'est devenu plus que ça. Liliana était la réceptionniste de mon immeuble. Elle était drôle, avec des yeux rieurs et une façon de me taquiner parce que je ne comprenais jamais les plaisanteries en espagnol. On a commencé à commander des repas ensemble à midi. On parlait de nos vies. Et puis un jour, je l'ai embrassée, et elle n'a pas dit non. Camila, c'était différent. Elle était plus jeune, peut-être 28 ans. Elle voulait apprendre le français, et j'ai commencé à lui donner des leçons dans un café. Ça s'est transformé en plus que des leçons. Elle avait cette innocence, cette énergie qui m'a rajeuni d'une certaine façon. Valentina, je l'ai connue au supermarché, c'est vrai. Je cherchais du fromage français, quelque chose qui ressemblait à ce que je mangeais en France, et elle m'a aidé. On a commencé à se croiser régulièrement dans le même supermarché. Et puis elle m'a donné son numéro sans que je demande. Et Anna, c'est la plus récente. Je l'ai rencontrée il y a 4 mois à une fête dans l'immeuble.
Elle était avec sa mère qui vendait des tamales. Anna m'a fait rire. Elle avait un sens de l'humour surréaliste. La façon qu'elle avait de dire les choses sans filtre, c'était magnifique. On sort ensemble maintenant, 2 ou 3 fois par semaine. Maintenant, vous vous demandez probablement comment ça marche avec 6 femmes. Comment est-ce que je gère ça? Comment est-ce qu'elle gère ça? C'est une question juste. Et la réponse, honnêtement, c'est que ça ne marche pas comme en France. En France, vous avez une relation, vous êtes fidèle, vous cachez vos infidélités si vous en avez. C'est hypocrite et malhonnête, mais c'est comme ça. En Colombie, c'est plus transparent. Les femmes ici, beaucoup d'entre elles, elles savent qu'un homme peut avoir plusieurs femmes en même temps, et elles acceptent ça comme faisant partie du jeu. Ça ne signifie pas qu'elles en sont heureuses, ça signifie qu'elles acceptent la réalité. Avec Mariana, on sort 1 fois par semaine, le mercredi soir. On va à un restaurant, on boit un verre, on rentre chez elle. Elle sait qu'il y a d'autres femmes. Je ne cache rien. Elle m'a dit au début, « Je sais que tu as d'autres petites amies. C'est normal pour un homme de ton âge et de ton argent. Je demande juste que tu sois discret et que tu me traites bien. » Et c'est ce que je fais. Sofia, c'est plus compliqué. Elle est plus traditionnelle, plus occidentale dans ses valeurs. Elle veut croire qu'il y a quelque chose d'unique entre nous. Je ne lui dis pas tout. Je ne lui mens pas. Mais je ne lui dis pas tout. Quand elle demande directement, je dis la vérité. Quand elle ne demande pas, je n'offre pas l'information. Liliana, c'est juste pour s'amuser. Elle sait qu'elle ne peut pas m'avoir seule. Elle a accepté ça depuis le début. On se voit, on rit, on baise, et puis elle rentre à sa vie. Camilla, je suis plus gentil avec elle. Elle est plus jeune, elle est plus vulnérable. Je suis conscient du rapport de pouvoir entre nous. Je lui donne de l'argent parfois, ou je l'aide à payer ses cours d'université. Je veux qu'elle sache que je l'apprécie, même si je ne peux pas être son seul homme. Valentina, c'est récent, et c'est juste un test. Je vois comment ça évolue. Elle est mère célibataire, elle a 2 enfants. Elle pourrait utiliser mon argent. Ou elle pourrait m'aimer, je ne sais pas encore. Et Anna, j'aime être avec Anna. Elle est drôle, imprévisible, elle me fait rire. Elle ne demande pas grand-chose. Elle accepte ma situation sans dramatiser. Vous comprenez, l'une des plus grandes différences entre la Colombie et la France, c'est la façon dont les femmes comprennent les hommes. En France, on vous donne une image idéalisée. L'amour est unique, exclusif, pour la vie. C'est beau en théorie. Mais la réalité, c'est que beaucoup de relations en France sont fondées sur la cohabitation, l'habitude, la sécurité financière. Les femmes françaises de mon âge, celles qui sont seules, elles veulent un compagnon pour les repas du dimanche et la sécurité. Elles veulent que vous soyez fidèle en théorie, mais elles ne vérifient pas trop fort. Ici, les femmes comprennent que les hommes sont différents. Elles comprennent que l'attirance change. Elles ne s'attachent pas au mensonge romantique de l'exclusivité. Elles attachent des conditions. Elles disent « Je te permets d'avoir d'autres femmes, mais tu me traites bien. Tu dépenses de l'argent sur moi, tu viens me voir régulièrement et tu ne me donnes pas de maladie. » C'est transactionnel, c'est honnête. Et étrangement, ça marche mieux que les mensonges romantiques en France. Il y a un moment qui s'est passé il y a quelques mois, et c'est peut-être le moment qui a donné naissance au titre de cette histoire. Le moment où « Elle te trouve toute mignon ». On était à un événement au Centro Comercial Mallorca, un festival local avec de la musique et de la nourriture. Et j'y suis allé seul, juste pour regarder, pour me balader. Et dans l'espace de 2 heures, j'ai croisé 4 de mes femmes. Mariana était avec une copine. Sofia était avec sa mère. Liliana était avec sa famille. Et Valentina était au stand de vente de vêtements. Chacune m'a vu. Chacune s'est arrêtée. Chacune a souri. Et elles m'ont tous dit, avec des variantes, « Hola, que guapo !»« Tu es mignon !» Et j'ai réalisé quelque chose, en cet instant, avec 4 femmes qui me souriaient dans le même centre commercial. J'ai réalisé que j'étais devenu quelque chose que je ne pensais jamais pouvoir être à 67 ans. J'étais désiré. J'étais vu comme une personne sexuelle. J'étais attrayant. En France, à mon âge, j'étais un statut, un retraité, un vieux, une perte de cheveux et un ventre qui s'arrondissait, un paquet de regrets et de souvenirs. Ici, j'étais un homme avec une vie, une énergie, une volonté de vivre. Et les femmes ici, elles réagissent à ça. Maintenant, je ne suis pas naïf. Je sais que beaucoup de ce qui m'attire est l'argent. Quand j'ai 1 200 € par mois et qu'une femme en gagne 200, cette différence crée une attirance naturelle. Mais c'est plus que ça aussi.
C'est la façon dont je me porte. C'est ma confiance. C'est le fait que je suis heureux ici. Quand vous êtes heureux, les gens le sentent. Et ça vous rend attrayant. Le coût de tout ça, c'est intéressant à calculer en euros. Chaque semaine, je dépense peut-être 200 € pour sortir avec mes femmes. 100 € pour les restaurants, 50 € pour les petits cadeaux, un peu d'argent pour des choses qu'elles demandent. En France, si j'avais une petite amie, je dépensais facilement 1000 € par mois juste en restaurant, en cadeaux, en bêtises. Ici, j'ai 6 femmes avec 200 € par semaine. C'est une économie étrange. Les femmes ici ne demandent pas beaucoup non plus. Elles veulent un dîner agréable, un film, une robe neuve parfois, un peu d'argent pour les enfants si elles en ont. Elles ne demandent pas de bagues, elles ne demandent pas de promesses, elles ne demandent pas que vous renconciez votre vie pour elles. Elles acceptent simplement ce que vous donnez. Quand je pense à ma vie en France, après la mort de Monique, je me rends compte que j'ai manqué quelque chose de fondamental. J'ai manqué la sensation d'être vivant. Pas seulement respirant, pas seulement exister, mais vraiment profondément vivant, avec le cœur qui s'accélère, avec le désir qui bouge, avec la surprise de chaque jour. En France, chaque jour était le même. Café à 6 heures, journal à 6h30, douche, vêtements, une marche, un café avec les copains qui parlaient toujours des mêmes choses, les informations à 8 heures du soir, le dîner tout seul, la télé, le lit. Et puis c'est reparti le lendemain. C'était une vie de fantôme. Une vie d'homme qui était déjà mort, mais qui respirait quand même. Ici, je me réveille à 5 heures du matin parce qu'il fait chaud et qu'il y a du bruit dehors. J'ai une tasse de café très noire à un café près de chez moi. Je nage 40 minutes à la piscine. Je rentre, je m'habille, et je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être que Sofia m'envoie un message pour me demander de la rencontrer pour déjeuner. Peut-être que Liliana arrête par l'immeuble pendant sa pause. Peut-être que j'irai à la librairie et je rencontrerai quelqu'un de nouveau. Peut-être que je vais juste marcher dans les rues et regarder la vie. Et la chose intéressante, c'est que je n'ai pas planifié tout ça. Je ne me suis pas dit, avant de venir en Colombie, je vais rencontrer 6 femmes et je vais avoir une vie sexuelle et émotionnelle complexe. Ce n'était pas un plan. C'était simplement la conséquence naturelle d'une personne qui était morte et qui a ressuscité. Il y a des difficultés, bien sûr. La langue, par exemple. Même maintenant, après 2 ans, mon espagnol n'est pas parfait. Je comprends peut-être 90% de ce qui se passe dans une conversation normale, mais les blagues me passent au-dessus. Les références culturelles, je ne les comprends pas. Je dis des choses maladroites par accident. Je confonds des mots. L'autre jour, j'ai dit à Mariana que je voulais abandonner, au lieu de dire que je voulais reposer, et elle a ri pendant 20 minutes. La bureaucratie est aussi un calvaire. Pour rester en Colombie, je dois renouveler mon visa tous les 2 ans. C'est une danse avec les autorités, une course au papier, une danse avec l'argent qui doit changer de main pour que les choses avancent rapidement. En France, une fois que vous êtes retraité et que vous avez rempli les papiers une fois, c'est fait. Ici, c'est toujours une bataille. Et puis il y a la solitude, qui revient parfois. Même avec 6 femmes, il y a des moments où je suis seul, où je regarde par la fenêtre et où je pense à Monique, où j'aimerais pouvoir appeler l'un de mes copains de Bordeaux pour prendre un café, où j'aimerais être capable de lire un livre français sans effort, où je me demande si j'ai pris la bonne décision. Mais ces moments, ils passent. Ils durent quelques heures, peut-être une journée. Et puis je me réveille, il fait chaud, j'entends la musique dans les rues, et je me rappelle pourquoi je suis ici. Je ne suis pas ici pour les femmes, en fin de compte, ou pas seulement pour ça. Je suis ici parce que ici, je me sens vivant. J'ai quelques préoccupations, bien sûr. Les gens à la maison pensent que c'est étrange. Mes enfants ont eu du mal à accepter que leur père, ce veuf paisible, ait soudain une vie amoureuse complexe avec 6 femmes en Colombie. Mon fils a dit une fois, « Papa, comment tu peux être respectueux envers ces femmes ?» Et j'ai répondu, « Parce que je suis honnête avec elles. Je ne leur promets rien que je ne peux pas donner. Je ne leur mens pas. Et je les traite avec gentillesse. » Je pense aussi à la sécurité, bien sûr. Medellín n'est pas Paris. Il y a de la criminalité. Il y a des zones où vous ne pouvez pas aller. Il y a des gens qui voudraient voler un vieil homme blanc avec de l'argent. J'ai appris à être prudent. Je ne porte pas de montre chère. Je ne montre pas mon argent. Je ne dis pas à des étrangers combien je gagne. Je reste dans des quartiers sûrs. El Poblado, Laureles, Envigado, ce sont les quartiers où je me sens relativement sûr.
Et puis, il y a le problème de la santé. À 67 ans, la santé commence à être une préoccupation. En France, vous avez la sécurité sociale. Tout est gratuit. En Colombie, vous devez payer pour les médecins. C'est moins cher qu'en Amérique du Nord, mais c'est plus cher qu'en France. J'ai une assurance médicale privée qui coûte 50 € par mois, et ça me couvre pour la plupart des choses. Mais si j'ai un problème grave, je vais revenir en France pour me faire soigner, je pense. Ma routine maintenant, c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé à Bordeaux. Je me réveille tôt, je vais à la piscine, je rentre, je prends une douche, je m'habille, je porte des chemises courtes et des pantalons légers, rien à voir avec les costumes et les cols roulés que je portais en France. Je vais prendre mon café quelque part. Je lis, j'écris un peu, j'écris beaucoup maintenant, je pense. C'est une façon de traiter ce qui se passe en moi. L'après-midi, je lis, je marche, je rencontre quelqu'un. Le soir, je vois une de mes femmes. Ou je reste à la maison et je regarde un film. Ou je vais dans un bar avec un ami que j'ai rencontré ici. Oui, j'ai aussi des amis, d'autres hommes qui ont fait la même migration que moi, qui ont laissé l'Europe derrière et qui ont trouvé quelque chose ici. Le coût de la vie, c'est vraiment différent. Mon appartement, 3 pièces dans un immeuble moderne avec piscine, sécurité, tout ça, ça coûte 400 € par mois. En France, à Bordeaux, un appartement 3 pièces décent coûte 1 000 €. Mon alimentation, je cuisine, mais je vais aussi manger dehors, ça coûte peut-être 200 € par mois. Un repas dans un bon restaurant, c'est 10 à 15 €. Une bière dans un bar, c'est 1,50 €. Un taxi pour traverser la ville, c'est 3 €. Je pourrais vivre en Colombie avec 800 € par mois facilement. Vivre bien, pas pauvrement. Avec 1 200 €, je vis comme un roi. Je peux dépenser de l'argent. Je peux être généreux. Je peux voir 6 femmes et tous les restaurants. C'est difficile de revenir à la vie de France après ça. Quelquefois, je regarde les prix en France sur Internet. Le café est 3 €. Les restaurants sont 30 €. L'essence est 20 fois plus chère. Et je pense, comment les gens vivent-ils comme ça? Mais la Colombie, ça n'est pas seulement l'argent, bien sûr, c'est aussi la culture. Les gens ici sont plus chauds, plus expressifs, plus vivants, littéralement. On crie plus, on rit plus, on danse plus. En France, on est réservé. On garde les émotions à l'intérieur, on parle en sourdine. Ici, tout est ouvert. J'ai eu des moments étranges au début. Par exemple, j'ai une grosse cicatrice sur la jambe gauche d'une vieille chirurgie. Quand je vais à la piscine, les gens me demandent comment j'ai eu cette cicatrice. En France, ce serait impoli de demander. Ici, c'est juste normal. Les gens ont de la curiosité. Les femmes remarquent les cicatrices. Liliana a des tatouages et elle adore quand je les trace du doigt. J'ai aussi remarqué que les gens en Colombie sont plus tactiles. Ils vous touchent plus. Ils vous mettent une main sur l'épaule. Ils vous étreignent. Ils vous baisent sur la joue pour dire bonjour et au revoir. En France, on se serre la main, avec distance. Ici, on se touche. Et la nourriture. Mon Dieu, la nourriture. Je suis tombé amoureux de la nourriture colombienne. L'arepa, le bandera paisa, le sancocho. Les fruits que je n'avais jamais vus en France. Les jus frais. Le café qui est meilleur que n'importe quel café en France, et c'est moins cher. Sophie a dit que j'ai pris du poids, et c'est vrai. J'aime manger. Les choses que j'ai dû apprendre. Il y a un langage du flirt ici qui est différent. En France, le flirt est subtil. C'est un échange de regards. C'est une main qui se frôle. C'est une conversation entendue. En Colombie, c'est plus direct. Un homme peut vous dire « tu es belle », simplement comme ça. Une femme peut vous toucher le bras en parlant. Ce qui serait du harcèlement en France est juste une conversation normale ici. J'ai aussi dû apprendre à naviguer la jalousie. Les femmes ici ne sont pas nécessairement d'accord avec le polyamour, mais elles comprennent que ça existe. Mais ça ne signifie pas qu'elles l'aiment. Sophia m'a déjà dit, les larmes aux yeux. Je sais qu'il y a d'autres femmes, et je l'accepte, mais ça me fait mal. Et je ne savais pas quoi dire. Parce que c'est vrai. Je n'ai rien à répondre qui soit honnête et gentil à la fois. Mariana, elle croit que ça n'existe pas vraiment. Elle croit que j'exagère l'histoire de 6 femmes. Elle croit peut-être qu'il n'y en a que 2 ou 3. Elle ne veut pas vraiment savoir. C'est un accord tacite. Liliana, elle rigole avec les copines à propos de moi. Je suis devenu une blague, en quelque sorte. Le vieil homme français qui a beaucoup de petites amies. C'est ok. J'aime mieux être une blague vivante qu'un fantôme silencieux en France.
Les amis que j'ai rencontrés ici, ils ont des histoires similaires. Robert, un Belge qui a 63 ans, il a 3 femmes. Hans, un Allemand, il en a 4. Il y a aussi Marco, un Français de Marseille, qui a rencontré une femme et qui s'est marié. Et il regrette, il dit. Il dit que le mariage est une prison dorée. Il dit que s'il l'avait su, il se serait arrangé comme moi. Nous parlons de ça souvent, dans les bars. Nous parlons de ce que nous cherchons. La réponse est toujours la même. Nous cherchons à nous sentir vivants. Nous cherchons à repousser la mort qui nous suit. Nous cherchons à revenir à une époque où nous nous sentions désirés. Et la Colombie, pour une raison ou une autre, nous permet de faire ça. Peut-être c'est juste l'argent. Peut-être c'est la latitude. Peut-être c'est le climat. Peut-être que les femmes sont vraiment plus ouvertes. Nous ne savons pas exactement. Nous savons juste que ça marche. Parlons des choses difficiles maintenant, parce qu'elles existent aussi. La Colombie n'est pas la Suisse. Il y a une violence ici qui n'existe pas en France. Il y a une inégalité des richesses qui est criante. Il y a de la corruption. Les policiers peuvent vous arrêter et vous demander de l'argent. Les criminels peuvent aussi vous arrêter et vous demander de l'argent. Et c'est pire parce qu'ils sont plus violents. Je suis resté sauve jusqu'à présent par une combinaison de chance et de prudence. Je ne vais pas dans certains quartiers. Je ne sors pas seul la nuit. Je ne porte pas de montre chère ou de bijoux visibles. J'ai une carte bancaire avec peu d'argent et mon vrai argent est ailleurs. Je suis paranoïaque? Peut-être un peu. Mais c'est une paranoïa saine. Et puis, il y a les femmes qui veulent trop. Les femmes qui veulent que je les aide à venir en Europe. Les femmes qui veulent que je sois leur ticket de sortie. Ça, c'est plus difficile parce que vous devez dire non. Et en disant non, vous faites du mal. Mais je ne peux pas sauver tout le monde. Je peux seulement vivre ma vie. Camilla, par exemple, elle rêve de venir en France. Elle veut améliorer son français et devenir professeure. Je lui aide avec le français. Je lui donne de l'argent pour ses cours. Mais je ne lui ai jamais dit que je l'aiderais à venir en France. Et un jour, elle va le demander. Et je vais dire non. Et ça va être triste. Après presque 3 ans ici, je dois dire quelque chose. Je ne pense pas qu'il y a une vie meilleure qui m'attend ailleurs. Pas en France. Pas nulle part. J'ai trouvé quelque chose ici qui m'a ramené à la vie. C'est imparfait. C'est impermanent. C'est basé sur l'argent et la géographie et une certaine chance de timing. Mais c'est réel. Je ne vais pas retourner en France. Mes enfants le savent maintenant. Ils acceptent ça. Ma fille m'a même dit, lors de notre dernier appel vidéo, « Papa, tu sembles heureux. C'est tout ce que je veux pour toi. » Il y a quelques mois, un ami de Bordeaux m'a demandé, « Mais tu ne manques pas de la France? La culture, le vin, les amis ?» Et j'ai pensé à ça. Je ne manque pas vraiment de ça. Ce qui me manquait, c'était moi-même. Et j'ai trouvé moi en Colombie. Medellín n'est pas parfait. El Poblado, le quartier où je passe du temps, c'est un peu touristique maintenant. Laureles est plus local. Envigado, c'est tranquille. Mais aucun de ces endroits n'est un paradis. Il y a de la saleté, il y a du bruit, il y a de la douleur. Mais il y a aussi de la vie. Et la vie, c'est ce qui me manquait. Ma journée typique. Je me réveille à 5 heures. Il fait chaud. Je fais quelques exercices dans mon appart. Je me douche, je vais à la piscine. Je nage, je reviens, je me change. Je vais à un café. Je prends un café noir. Je lis sur mon téléphone. Les actualités françaises, les actualités colombiennes, un roman. 1 heure environ. J'aime ce moment seul. C'est quand je pense à ma vie. Puis je rentre. Je peux faire les courses. Je peux cuisiner. J'aime cuisiner. Je fais des pâtes à la française. Je fais de la cuisine colombienne. Je fais du bruit dans ma cuisine. Liliana dit que j'ai l'air heureux quand je fais la cuisine. L'après-midi, ça dépend. Peut-être que j'irai à la bibliothèque. Peut-être que j'irai marcher. Peut-être que je vais rencontrer un ami pour un café. Peut-être que je vais recevoir un message d'une des femmes. Peut-être que je vais aller à la salle de sport. Je fais plus d'exercices ici qu'en France. Le soir, c'est où les choses se passent. Je vois une femme, je vais à un bar, je vais à un événement local, je regarde un film. La vie se passe le soir. Et je me couche tard. Peut-être à 11 heures ou minuit. Je lis un peu, et puis je dors. C'est une vie simple. C'est une vie très différente de celle que j'imaginais à Bordeaux. Quand j'y pense, tout ce qui s'est passé depuis que je suis venu en Colombie, c'est incroyable. J'ai rencontré 6 femmes, j'ai appris une langue, j'ai découvert une culture complètement différente. J'ai découvert que je pouvais être heureux,
J'ai découvert que l'argent, quand il y en a assez, n'est pas un problème. J'ai découvert que je ne suis pas mort. J'ai découvert que je pouvais désirer et être désiré. J'ai découvert que la vie pouvait être imprévisible et aventureuse, même à 67 ans. Et j'ai découvert que la chose la plus importante dans la vie, c'est de se sentir vivant, de se sentir vu, de se sentir aimé, même si cet amour est compliqué et imparfait et basé en partie sur l'argent. Si vous m'aviez dit il y a 3 ans que j'allais finir ici, à Medellín, avec 6 petites amies qui me trouvent toutes mignons, en Colombie, sans intention de revenir jamais en France, je vous aurais dit que vous étiez fou. Mais la folie, c'est parfois le plus sage que vous pouvez faire. Je n'ai pas de sages conseils pour vous. Je ne vais pas vous dire de venir en Colombie ou de quitter votre vie. Ce qui marche pour moi ne marchera pas pour vous. Mais je peux vous dire que si vous vous sentez gris, si vous vous sentez invisible, si vous vous sentez mort tout en respirant, il y a peut-être quelque chose ailleurs qui vous attend. Il y a peut-être une version de vous qui attend que vous la trouviez. Pour moi, cette version était ici. C'était caché dans les rues bruyantes de Medellín. C'était dans les sourires des femmes colombiennes. C'était dans la chaleur et le bruit et la vie qui se passe autour de vous tout le temps. C'était dans le fait que même à 67 ans, vous pouvez recommencer. Vous pouvez redevenir vivant. Et maintenant, je suis vivant. Et je ne vais nulle part.